Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Can-Am Ryker 600 modèle 2021. Allez, c'est parti. Les amis, j'ai encore la chance aujourd'hui de pouvoir tester un véhicule 3 roues de la gamme Can-Am. Et c'est possible parce que le concessionnaire de la région rouennaise, qui s'appelle 3B, m'a mis à disposition ce Ryker 600. Alors si vous suivez mes vidéos, vous aviez peut-être déjà vu, il y a à peu près un an, cette concession m'avait déjà prêté un véhicule et il m'avait proposé le plus haut de gamme. C'est-à-dire un véhicule fait plus pour le voyage à 2 personnes, un peu équivalent à une Goldwing, mais bien sûr en 3 roues. Là, on est sur l'opposé, on est sur l'entrée de gamme, un véhicule plus, on va dire, à la base pour quelqu'un de seul, vu que d'origine ce véhicule est monoplace. On reparlera de ça tout à l'heure. Mais c'est l'entrée de gamme, c'est 3 fois moins cher que celui que j'avais testé précédemment. Et on est sur la motorisation la plus faible. Donc ça va permettre de voir qu'est-ce que ça donne, les machines les moins chères de chez Can-Am. Alors tout d'abord au niveau du look, ce Ryker est assez différent bien sûr de l'ancien que j'avais testé, s'appelait le Spider si je me souviens bien. Celui-ci est beaucoup plus petit, on est sur un véhicule qui pèse 300 kg tout plein fait, alors que le précédent que j'avais testé qui était le plus haut de gamme était lui à pas loin de 500 kg. Au niveau du look, c'est aussi beaucoup plus sport, beaucoup plus, on va dire, moderne. À savoir que d'origine, ce modèle est vendu uniquement en monoplace. Si vous voulez avoir une selle passager ou la possibilité d'avoir un support pour des bagages, eh bien tout ça, ce sont des options. Sur ce véhicule, on a toujours un moteur de chez Rotax, qui est, je le rappelle, une marque autrichienne qui motorise aussi assez souvent des ULM, des motos ou des karts. Je rappelle qu'aujourd'hui, ce que je teste, c'est le modèle entrée de gamme. Il est donc motorisé par un 600 cm3 bicylindre, à refroidissement liquide bien sûr, et celui-ci développe 50 chevaux. Donc comme je vous disais, ce modèle m'a été prêté par une concession, donc vous vous doutez bien qu'il est d'origine, il y a assez peu de modifications. Par contre, il est un peu accessoirisé, et bien sûr uniquement avec des pièces du catalogue Can-Am. On a tout d'abord, comme je vous le disais, une extension afin de pouvoir mettre une selle passager. Mais il faut savoir que c'est 2 pièces différentes. Vous avez l'extension qui peut servir soit à rajouter la selle avec le sissi bar, soit à remplacer cette selle passager par un rangement. On peut mettre un top case à cet emplacement. On a également un support sur le côté droit afin de pouvoir mettre une valise latérale de chez Shad, spécialement conçue pour ce modèle de Can-Am. Après, au niveau esthétique, on a une lame à l'avant qui renforce le côté un peu sport, agressif. C'est une lame en aluminium. Et vous le voyez, le véhicule a été complètement modifié au niveau de l'esthétique sur la déco. Alors ça, c'est pas forcément une déco vendue par Can-Am. Là, c'est la concession 3B qui a fait faire sur mesure pour ce véhicule. Vous voyez une déco, c'est des stickers et ça reprend le look d'un kart du jeu Mario Kart. Franchement, c'est assez fun. Il faut savoir qu'ils ont fait déjà ce genre de déco assez fréquemment sur les véhicules qu'ils proposent. Si vous allez sur leur site, vous verrez qu'ils ont réalisé des trucs assez sympas. Mais le plus délirant, je pense que c'est quand même celui-ci qui reprend les couleurs de Mario Kart. Alors, tout d'abord, parlons un petit peu de l'ergonomie quand on se met aux commandes de ce véhicule. Alors, première bonne surprise, la selle est très très basse. Et de toute façon, même si elle était un peu haute comme sur le Spider, eh bien, vu que c'est un 3 roues, il n'y a pas de problème. C'est pas un véhicule qui s'incline avec les virages, c'est un véhicule qui reste stable. Et donc, on n'a jamais de perte d'équilibre. C'est d'ailleurs ce qui peut rassurer certaines personnes. Et ce qui rend ce véhicule aussi également accessible à des personnes qui auraient parfois un handicap, faisant que rouler avec un 2 roues ne serait pas possible. Là, on est stable tout le temps. Et peu importe votre taille, vous trouverez une position accueillante parce qu'on a les commandes qui sont réglables.
Le guidon est réglable, vous pouvez voir qu'il est installé sur un rail et on peut changer l'éloignement du guidon très rapidement, ça se fait en à peine 2 secondes. Ça pour le coup c'est vraiment impeccable. Moi je l'ai mis au plus près parce que je suis pas très grand et en plus j'aime bien avoir un bon bras de levier, pouvoir manœuvrer facilement et rapidement. L'autre point qui a été très bien pensé, il s'agit des repose-pieds qui sont également réglables en écartement. Là je les ai mis assez proches, pareil pour être bien avec les commandes. Et vous pouvez aussi régler la position du frein. Et franchement tout ça, ça fait que c'est rassurant et vous serez tout de suite impeccablement sur la machine. Après ça reste un véhicule un peu large, donc on n'est pas comme sur une moto à essayer forcément de faire corps avec le véhicule, à serrer le réservoir avec nos genoux. Là on peut le faire, mais le réservoir est un peu large, c'est pas forcément très agréable. Et en plus globalement, en roulant normalement, ça ne sert pas à grand chose d'être rivé au réservoir. Et aussi, lors des premiers virages, ce qui surprend, c'est que ça se conduit absolument pas comme une moto. Sur une moto, vous avez le véhicule qui s'incline, vous mettez très peu de force sur le guidon. Ici, lorsque vous voulez tourner à basse vitesse, par exemple là je veux aller à gauche, eh bien je pousse à droite et je tire à gauche afin de diriger le véhicule où je veux. On est plus en train de pousser avec ce genre de véhicule, un peu comme sur un quad. Ça se conduit pas vraiment comme une moto. Bon les amis, si vous suivez mes vidéos, vous aurez reconnu l'endroit. C'est ici qu'habituellement je teste l'accélération. Et bien sûr, on va faire la même chose sur ce Ryker 600. Je rappelle que on est donc sur la plus petite motorisation de la gamme. Bicylindre, 600 cm3, 50 chevaux. Et qu'il est donné pour un poids tout plein fait de environ 300 kg. Donc, c'est un véhicule moderne, il y a des aides électroniques, mais il faut savoir que sur ce véhicule, rien n'est déconnectable. Vous avez l'ABS, vous avez un genre de traction control, de SP, tout ça est là pour vous aider. C'est un véhicule entrée de gamme qui est là plus pour des gens, on va dire, qui débutent et qui découvrent ce genre de véhicule. Donc, rien n'est déconnectable. Vous avez les aides en permanence. J'ai oublié de préciser que le moteur de ce Ryker est couplé à une transmission automatique. Sur le Spider que j'avais testé précédemment, c'était une boîte séquentielle. On était obligé de changer les rapports nous-mêmes avec des boutons. Ici, c'est complètement automatique. Vous avez juste à vous soucier de l'accélérateur et du frein et c'est fini. Donc on va tester l'accélération ici. Il n'y a pas grand chose à faire, normalement c'est rassurant. J'ai la chance, la route est sèche. Allez, j'accélère à fond, let's go! Donc vous voyez que ça part assez vite. C'est très linéaire, il n'y a pas de coup de pied au cul. Et on arrive à 100 km/h. Maintenant je freine. Alors la sensibilité au freinage est moins bonne, clairement, que sur le gros modèle que j'avais testé, le Spider. Sur le Spider, de mémoire, c'était du Brembo. Là, j'ai oublié de vérifier quelle marque est derrière ce matériel. Ça freine, mais on n'a pas un peu la brutalité qu'il y aurait sur l'autre modèle que j'avais testé précédemment. Maintenant, on va tester un des trucs qui est souvent reproché à ce genre de véhicule, c'est l'angle de braquage. C'est large. Je vais essayer d'utiliser l'espace qu'il y a ici pour voir si je peux faire demi-tour facilement. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Il n'y a pas de direction assistée sur ce modèle, hein. Donc on met un peu de force, j'accélère un tout petit peu. Et là vous voyez que l'angle de braquage est assez équivalent à une petite voiture en fait. Une citadine aurait tourné exactement de la même façon. Bon, vous en doutez, un véhicule aussi énorme dispose forcément d'une marche arrière. Pour l'activer, vous avez un manche, un levier qui est juste ici. Alors j'ai jamais bien compris si on devait l'activer normalement avec le pied ou avec la main, mais avec le pied en fait j'arrive pas à le faire revenir vers moi. À chaque fois je suis obligé de l'attraper. On a ce bip, on nous indique maintenant qu'on est sur reverse, donc marche arrière, et les feux de détresse s'allument. Maintenant, il me suffit d'accélérer un petit peu, et le véhicule recule. On a une position assez droite, donc regarder derrière nous n'est pas un problème. Par contre, quand vous faites ce genre d'exercice, quand vous manœuvrez à basse vitesse, gardez toujours le pied devant le frein, parce qu'on n'est pas sur une moto, il n'y a pas de levier de frein, vous avez juste une pédale. Donc si jamais vous êtes à laisser les pieds par terre, vous accélérez, et au moment où vous voudrez freiner, vous vous tapez ce qui est le premier obstacle, parce que vous n'aurez pas forcément le réflexe de remettre le pied tout de suite. Vous allez chercher vos commandes à la main, mais malheureusement il n'y en a pas, ce n'est pas une moto.
Bon, étant un véhicule parfaitement stable, vous avez besoin, lorsque vous arrêtez, d'un frein à main. Celui-ci est situé sur le côté et vous pouvez l'actionner juste comme ça. Et une fois que vous avez éteint le véhicule, vous pouvez même le verrouiller afin que personne ne vienne enlever votre frein à main et faire que le véhicule se mette à bouger tout seul. Bon, je vais recommencer un test d'accélération et ce coup-ci j'essaie de faire un peu un freinage d'urgence. J'ai la chance ici d'être sur une route qui est déserte, donc je peux me permettre ce genre d'exercice. Allez, on est parti, let's go. 50, 60, 70, 80, et bon, je vais freiner, donc frein arrière. Ouais, j'ai vraiment mis beaucoup de force sur le frein, j'aurais peut-être pu en mettre encore plus. J'avoue que bon, l'avantage par contre du frein qui est centralisé sur une pédale, c'est que y a pas de répartition à faire, hein, c'est une fois de plus conçu pour être hyper facile à prendre en main. Vous avez envie de freiner, vous appuyez sur la pédale, point barre. Il n'y a pas besoin de s'embêter à jauger, pas de peur de blocage, c'est très rassurant. Bon, la position de conduite, comme je vous disais, elle est très droite, donc on voit parfaitement bien ce qu'il y a autour de nous. Là, je vais prendre ce rond-point. Faut pas hésiter à se pencher à l'intérieur du virage. Et là, je réaccélère. C'est efficace une fois de plus, mais la sonorité, par contre, de l'échappement est vraiment pas terrible. Sur ce modèle, on a l'échappement d'origine. Celui-ci sort quasiment au milieu, presque en face de la roue arrière. Il est juste un petit peu plus sur la droite. Et en fait, c'est une caractéristique qui revient souvent avec les moteurs Rotax. Ils sont efficaces, mais la mélodie n'est vraiment pas terrible. Sur ce véhicule, vous pouvez voir que les rétros sont en bout de guidon. Et malheureusement, ça vous oblige à tourner la tête pour savoir ce qui se passe derrière vous. Après, l'avantage, c'est qu'ils sont tellement éloignés qu'on n'a pas nos bras ou nos coudes qui viendraient gêner, ça c'est bien. Mais malheureusement, avec les vibrations du moteur et de la route, parfois c'est assez difficile de comprendre ce qui se passe derrière nous. Les commodos sur ce véhicule sont équivalents à ce que vous auriez sur une moto standard. On a tout ce qui est éclairage sur la gauche, démarreur coupe-circuit sur la droite, et c'est tout. Il n'y a pas de feu de détresse d'ailleurs, ce qui est un peu dommage et bizarre, vu que quand on met la marche arrière, les feux de détresse s'allument automatiquement. Donc il aurait pu avoir une jauge de carburant, jauge aussi de température pour le liquide de refroidissement. Vous avez la possibilité de faire défiler la consommation moyenne, l'autonomie. Vous avez aussi bien sûr les trips et le kilométrage total. C'est assez standard. On n'est pas du tout avec le niveau de technologie qu'avait une fois de plus le Spider, qui lui avait un écran couleur complet où on pouvait mettre le GPS. Alors une particularité assez bizarre sur ce véhicule, c'est la clé. On n'a pas une clé standard, c'est une clé en fait qui est sur un système de rotule. En fait vous avez une rotule sur le côté, vous poussez la clé dessus, elle reste fixée et ça doit être un système de détection magnétique sans fil et c'est comme ça que ça fonctionne. En ville, en roulant à 50 km/h, vous voyez que je suis environ à 3500 tours. Et à ce régime, le moteur fait assez peu de bruit. Et c'est plutôt bon en fait, parce que comme je vous disais, quand on l'entend, cet échappement, il n'est pas forcément très valorisant. Donc autant que ce soit calme et discret, quoi. Alors, j'arrive sur ce Dodan, je ralentis à 30 km/h. À 30 km/h, c'est juste ce qu'il faut, c'est pas trop mou, c'est pas trop ferme, ça fait pas mal aux fesses. Je vais essayer de le prendre à 40 celui-là, voir comment ça se comporte. Ouais, dès que vous essayez de prendre ça un peu trop vite par contre, là ça devient désagréable, ça devient tape-cul et on sent que les suspensions sont un peu à la peine. Mais en restant à 30, pas trop de problème. Et là sur une route déformée, le véhicule reste assez facile à manœuvrer. Vous voyez d'ailleurs que je suis à une main, je suis un peu à l'italienne, moi j'aime bien parler avec les mains. Et ça reste manœuvrable, hein. Et maintenant, on accélère un peu fort. Voyons ce que ça donne dans une succession de virages. Alors je dois me méfier quand même un peu, la route est humide. Même si normalement avec ce type de 3 roues, il n'y a pas trop de problème.
Ouais, la seule chose qui me gêne un peu, c'est le frein, hein. Je m'attendrais à quelque chose avec un peu plus de mordant. Dans les virages, c'est forcément extrêmement stable. Faut juste bien garder en tête que vous avez une largeur qui est quand même importante, hein. Et on n'a pas forcément l'habitude non plus de se retrouver avec une position qui est pile au milieu de la route. En voiture, on a l'habitude d'être décalé. Et en moto, on se place un peu comme on a envie en fonction du virage. Là, il faut rester dans votre trajectoire. Vous ne pouvez pas forcément prendre des trajectoires de moto, hein. Sinon, vous allez empiéter sur la file des autres, tout simplement. Ce qui peut être aussi un peu surprenant avec ce véhicule, vu qu'il a une boîte automatique, c'est qu'il n'y a aucun frein moteur. Quand vous lâchez l'accélérateur, le véhicule il reste un peu sur sa lancée, sur son inertie, quoi. On a juste l'impression que c'est la masse et la prise au vent qui le font ralentir. Allez, de nouveau un petit rond-point. J'ai essayé de le prendre un peu plus vite que tout à l'heure. Et je réaccélère fort. Voyons si je peux facilement revenir sur ces véhicules et éventuellement les dépasser. Oui. Donc là, j'accélère à fond, hein. Et je reviens dans ma file. Donc ça reste suffisamment performant, mais une fois de plus, vous n'aurez pas des performances dignes d'une moto en 600, hein. J'ai l'impression parfois de sentir la roue arrière qui perd très légèrement l'adhérence, mais l'électronique doit rattraper ça instantanément. J'ai aucun retour dans la direction, c'est très stable et rassurant. Une fois de plus, pour découvrir ce genre de véhicule, c'est parfait. Allez, on monte sur l'autoroute. J'essaie de dépasser ces véhicules. Moi, je suis assez surpris parce que là, vous voyez, je suis à 110 km/h et j'ai la visière grande ouverte et j'ai assez peu d'air qui arrive sur moi. Peut-être que je suis juste à la bonne taille, que le compteur me casse un peu l'air qui arrive sur moi. C'est plutôt agréable. Et j'ai assez peu d'air qui arrive sur les jambes, un peu sur les genoux, il faut l'avouer. Par contre, c'est vrai qu'à haute vitesse, la sensibilité est vraiment démultipliée. Il faut faire très gaffe, parce qu'on pourrait changer de fil très rapidement. Là, je vais essayer de faire un test de reprise, donc je suis à environ 100, j'accélère à fond, 105, 120, 130, et arrivé à 130, on sent qu'on arrive un peu à un palier. Je pense pas que le véhicule soit vraiment capable de dépasser le 140 ou peut-être 150 grand max. Mais une fois de plus, ça reste suffisant. Si vous avez besoin de relancer, de dépasser, on ne se sent pas en danger. Allez, sortons de l'autoroute. Donc vous l'aurez compris, hein, faire de l'autoroute avec ce véhicule, ça ne pose aucun problème. Mais c'est vrai que vous n'êtes pas dans le confort que vous auriez avec son grand frère, le Spider. Là, c'est plus un véhicule de balade, hein. L'autoroute, c'est faisable, mais c'est pas forcément plaisant sur du long terme. Au niveau de l'éclairage, on est encore équipé en halogène pour l'éclairage de base, qui est juste à l'avant. Ça donne un peu des yeux, ça fait un peu une pareidolie. On a l'impression de donner un visage à ce véhicule. Et vous avez des feux à LED qui sont un peu plus hauts, un peu comme des antennes sur le côté. Les clignotants, eux, sont directement dans les garde-boue à l'avant. Et à l'arrière, c'est un peu des clignotants de moto. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le moins cher de la gamme, c'est le plus dépouillé d'origine. C'est d'ailleurs d'origine un peu un véhicule d'égoïste, vu qu'il n'a qu'une place. Mais c'est aussi ce que j'aime. Lorsqu'il est en version monoplace, je trouve que son look est vraiment renforcé, ça lui donne un côté sport, un côté improbable aussi, hein. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Aujourd'hui, le modèle qu'on m'a proposé en test a l'option pour une selle passager qui comprend d'ailleurs un 6 bar. Donc si vous voulez rouler avec une personne en plus, c'est faisable.
et je pense d'ailleurs que la personne sera plutôt bien installée. Mais malheureusement, tout ça, c'est de l'option. Au niveau des rangements d'origine, vous avez un petit coffre qui est dans la partie frontale. Vous avez juste à appuyer dessus, ça s'ouvre tout seul. C'est un espace qui est normalement étanche, et aussi, c'est-à-dire, il y a une possibilité de recharger un dispositif, il y a une prise à l'intérieur, donc tout ça c'est plutôt pas mal, mais c'est pas très grand. C'est déjà, on va dire, mieux que sur une moto, mais pour un véhicule de ce gabarit, ça fait un peu petit. Et c'est pour ça que, en option également, aujourd'hui j'ai un support avec une valise latérale sur le côté droit qui permettent de mettre beaucoup plus de choses. Moi actuellement j'y ai mis ma sacoche et toutes mes affaires, ça rentre sans problème. Le problème, c'est qu'une fois de plus, au niveau de l'esthétique, eh bien, ça vient gâcher un peu le look de la machine, parce qu'on a cette valise qui passe juste devant la jante, et c'est vraiment dommage, surtout aujourd'hui, avec cette finition Mario Kart, vu que la jante est vraiment sublime. Et le dernier rangement que j'allais oublier, qui a été rajouté également en option du catalogue Can-Am, j'ai une petite sac, vos papiers, vous pouvez y mettre votre smartphone, et vous avez aussi sur ce dispositif une partie transparente afin de pouvoir utiliser votre smartphone comme GP. En même temps, faut pas oublier que c'est un petit moteur qui tourne quand même assez haut dans les tours, vu qu'on est couplé à une boîte automatisée. Donc finalement, ça me semble être une consommation, on va dire, normale. Mais c'est vrai que si on compare avec des voitures, maintenant on a des véhicules bien plus performants que ça, qui consomment à peu près pareil. Sur ce véhicule, si vous avez besoin de faire les niveaux, de vérifier certaines pièces, vous avez la possibilité d'enlever certaines pièces de carénage assez facilement. Il n'y a pas besoin d'outillage pour les contrôles, on va dire, habituels. Ça, c'est plutôt bien. Et il faut savoir qu'en termes d'entretien, c'est à peu près les mêmes intervalles que sur une moto, environ tous les 7000 km. Et les coûts sont, pareil, assez équivalents aux tarifs que vous payeriez pour l'entretien d'une moto. Donc c'est vraiment un véhicule qui est conçu pour des gens qui sont un peu néophytes, on dira. Et même au niveau de l'entretien au quotidien, il n'y a globalement rien à faire. Vous n'avez pas de chaîne pour faire tourner la roue à l'arrière, c'est un arbre de transmission. Donc vous n'avez globalement aucun entretien à faire dessus au quotidien. Et il paraît que c'est un système assez simple qui ne coûte aussi que très peu en entretien. Donc globalement, si je devais donner un avis final sur cette entrée de gamme 3 roues chez Can-Am, eh bien c'est plutôt sympa. Et de plus, je reviens sur le tarif, 10 000 € pour l'entrée de gamme. Dans la configuration actuelle, avec toutes les options, il est plutôt aux alentours de 13 000. Même quand on compare, je remercie d'ailleurs encore la concession 3B qui se situe près de Rouen de m'avoir mis à disposition ce véhicule. C'était très sympa de leur part. Si vous voulez découvrir ces véhicules, je vous invite à faire un tour dans leur concession. Ce véhicule sera très certainement visible là-bas dans peu de temps. Si vous avez apprécié ce test, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-le sur les réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je fais ce genre de test assez régulièrement. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, et à tous, à bientôt! Donc les amis, c'est un véhicule atypique et la procédure de démarrage est elle aussi atypique. Donc tout d'abord, vous devez bien sûr mettre en place la petite clé ronde là, enfin sur rotule. Ensuite, un coup sur le démarreur. Ça allume tout ce qui est électronique. Bien vérifier que vous êtes encore sur parking. Donc ça, c'est mis en place. Et là, si vous essayez de démarrer, il se passe absolument rien. Et ça, c'est un truc simple, mais si on ne le sait pas, vous démarrerez pas. Il vous suffit de faire aller la poignée vers l'avant. Ça fait bip et c'est bon. Là, vous pouvez démarrer. Donc on appuie sur le démarreur électrique. Et là, je m'aperçois que j'oublie encore une étape. D'ailleurs, pour la sécurité, là, j'ai le bouton qui sert à rien. Il faut que j'appuie sur le frein et ensuite, ça démarre. Une fois que c'est démarré, vous enlevez le frein de parking et là vous êtes prêt à partir. Voilà la procédure pour démarrer ce bestiau.